Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver à notre rendez-vous habituel. Alors ici Marjorie Théodore au micro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme que le mot « limite » a une signification particulière pour elle. Un mot qui revient souvent dans son discours, surtout les limites qu'elle a dépassées avec fracas. Éducatrice spécialisée, mère, coach, conférencière, directrice d'un organisme, Véronique Pagé joue tous ses rôles, le sourire aux lèvres. La vie n'avait pas soupçonné la force de cette femme née avec la paralysie cérébrale. Bonjour Véronique Pagé. Bonjour Marjorie, quelle belle présentation. Ah voilà, donc oui, on voulait vraiment faire une super belle présentation. Puis bienvenue à Vivement les femmes. Et je suis vraiment heureuse de vous avoir au micro parce que d'autant plus, c'est une invitée que j'ai eue qui est Catherine Robillard, fondatrice de l'entreprise Bras Droit Stratégique, qui m'a dit que vous étiez une femme à inviter. Alors, j'étais trop contente parce que pour moi, Vivement les femmes, c'est ce que je désire dans cette émission, que justement des femmes soient inspirées entre elles. Et moi, c'est facile. Après ça, ce sont de belles suggestions d'invités. Ah, ben c'est gentil. Je suis tellement heureuse d'être avec toi pour discuter de tous ces beaux sujets. Oui, ça me fait plaisir, vraiment. Ah, super, moi aussi. Donc, alors, déjà, Véronique, bon, on va se tutoyer, ça va? Oui. Alors, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. Allons-y. Mais ça fait plaisir. Donc, Véronique, tu es née avec la paralysie cérébrale, avec les fonctions motrices touchées. Donc, j'aimerais ça déjà, dès le départ, que tu nous racontes cette enfance qui est belle, que tu as eue. Donc, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, bien, effectivement, je suis née prématurément. À 28 semaines, j'ai manqué d'oxygène au moment où j'arrivais. Et ça a fait qu'il y a des cellules cérébrales qui ont été touchées. Ce qui vient toucher les fonctions motrices, qui peut en fait toucher la motricité fine, globale, l'articulation. C'est pour ça des fois qu'on peut l'entendre quand je parle ou qu'on peut des fois le percevoir, ce qui est très léger, mais ce qui, au départ, était très inconnu. Oui. Il y a 48 ans, quand je suis arrivée. En fait, on avait dit à mes parents que j'allais pas voir, pas marcher, pas parler, pas entendre. Que j'allais être dans un état végétatif. Donc, il fallait que mes parents découvrent ce que ça voulait dire, la paralysie cérébrale, parce que on savait pas ce que ça allait créer dans ma vie. Alors, je suis arrivée comme ça avec un beau défi déjà à la naissance. Et mon enfance s'est déroulée en fait, j'ai eu une enfance qui était très belle, que j'aime dire. Ma bulle familiale était magnifique. On a découvert tranquillement, que je voyais, que j'entendais, que Dieu merci que je parlais, mais que je parlais tellement. On disait, elle ne marche pas, mais elle parle. Et un peu plus tard, on a réalisé que c'est au moment de faire les premiers pas que ce serait là le principal enjeu. Pour la marche, ça n'arrivait pas comme prévu. Alors, c'est suivi des consultations, des opérations, plusieurs opérations pour arriver à atteindre un niveau d'autonomie suffisant qui me permettait de fonctionner le mieux possible dans ma vie. Wow. Puis, comment ça se passait à l'école? Parce qu'il y a eu toute l'éducation, etc. Comment ça a été les premiers pas à l'école?
l'école a été une première question que mes parents ont dû adresser. C'est-à-dire, est-ce qu'on amène Véronique dans un milieu qui est protégé, en guillemets, où c'est des enfants qui ont des limitations, où on va vers déjà l'intégration régulière. Mais bon, comme ça fait déjà plusieurs années, c'était pas valorisé d'aller vers un milieu qui était inclusif au départ. Donc, j'étais avec des enfants qui avaient tous des limitations. Et le primaire s'est fait comme ça. Moi, ce que je dis, c'est que déjà en très bas âge, j'avais un agenda qui était totalement rempli. Mm-hmm. C'est-à-dire, je devais faire l'école, donc un cours de maths, un cours de français. Tout d'un coup, hop, on m'appelait pour aller en physiothérapie. Mm-hmm. Et tout d'un coup, hop, on m'appelait pour aller en ergothérapie. Et à un moment donné, c'était l'anglais. Et hop, j'allais en orthophonie. Ah ouais, OK. Et le soir, on essayait de maintenir les acquis. Donc, j'étais, ce que j'aime bien dire, un enfant adulte en très bas âge. En très bas âge, c'est ça. La prochaine question, Véronique, tu dis que, c'est une phrase que tu dis qui dit « Je suis rendue plus loin que là où je pensais me rendre moi-même ». Puis toi et tes parents, vous avez dépassé ce que vous pensiez possible. Donc, l'apport des parents dans l'obstacle surmonté a été énorme? Énorme. Ouais. En fait, j'aime bien dire que mes parents, ils ont semé des graines. Oui. C'est eux qui ont semé les premières graines pour que j'aie autant d'estime de moi et de confiance en moi très tôt. Mes parents, en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que ma mère, en tout cas, en premier lieu, a décidé de vouloir me découvrir et me connaître parce que les médecins proposaient à mes parents de me mettre en institution étant donné que j'allais être dans un état végétatif, voyez-vous. Mm-hmm. Vois-tu? Oui. Et ma mère a dit au médecin, donnez-moi ma fille et je verrai ce qu'elle peut faire. Wow! Ouais, alors ça, là, ça dit tout. Oui. Ça dit tout. Ouais. Ma mère n'a pas voulu que je reste dans une conclusion. Mm-hmm. Elle a voulu que j'explore. Wow! Donc, on a dépassé ensemble toutes les limites. Oui. On comprend très bien. Mm. Véronique, il y a plusieurs phrases que tu dis qui m'ont beaucoup interpellée de façon différente, mais beaucoup. Puis il y en a une que je vais lire là. Puis celle-là, je pense qu'elle te décrit bien aussi. Je suis une femme avec des défis. Mon plus grand défi, c'est me rappeler ce que je sais déjà au fond de moi. La vie ne m'a jamais laissé tomber. Mmh. Donc, explique-moi tout le sens de cette phrase pour toi, parce que même pour moi, elle a une signification. Oui. J'aime ça quand tu dis même pour moi, elle a une signification parce que, tu sais, moi, je parle de mon histoire, de mon parcours, mais ça résonne peut-être un peu pour tout le monde parce que tout le monde a un handicap quelque part dans leur vie. Exactement. Qui les empêche d'atteindre quelque chose qu'ils souhaiteraient peut-être au fond d'eux. Mm-hmm. Alors, pour moi, ce que ça dit pour moi, ça, c'est que j'ai, à chaque étape et à chaque épreuve, j'ai toujours senti que la vie me supportait. Ouais. C'est un peu difficile à décrire avec des mots justes, mais pour moi, ça voulait dire que je trouvais toujours un chemin pour dépasser, toujours une façon d'aller plus loin, toujours une façon de me reconnecter à la petite flamme à l'intérieur de moi qui voulait tellement vivre. Ouais. Alors, tout ça maintenant, c'est comme si c'est autour de moi tout le temps. Ouais. C'est juste que dans le flow, dans la rapidité, dans la routine, dans tout ce que j'ai à faire, tous les dossiers ouverts. À un moment donné, j'oublie.
C'est ça, oui, tout à fait. Et puis aussi, c'est que cette phrase-là, moi, ce que je vois aussi, elle amène une belle reconnaissance, une belle gratitude, parce qu'il y a quelque chose de gratifiant lorsqu'on dit que la vie ne m'a jamais laissé tomber, parce que c'est de reconnaître ça. Oui, tout à fait. Moi, le mot gratitude, pour moi, fait partie de mon quotidien. Oui. Parce que c'est comme si j'ai compris à partir du moment où on est capable d'avoir de la gratitude pour ce qu'on vit, la vie nous en donne plus. Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord. Donc, Véronique, tu es aussi mère de famille. Ton fils, qui est grand maintenant, t'aide et est sensibilisé aux différences. Ouais. Donc, comment a été l'expérience de la maternité? Merveilleuse, mais tellement confrontante. Oui. Deux pôles, des fois, qui se déchiraient à l'intérieur de moi. J'ai envie de dire, tu sais, j'ai eu une grossesse exceptionnelle. Oui. Même si on avait des fois des petits drapeaux de dire, Véronique, il faudra avoir un fauteuil roulant au cas que tu puisses plus avec les béquilles. Oui. Je me suis rendue j'étais allée accoucher en béquilles. Oh, wow! Oh. Fait que j'ai eu une grossesse là, sans faille, merveilleuse. Après, les défis sont là. Veux pas, la maternité, ça voulait dire d'avoir conscience de mes limites. Parce que même si moi, je m'en impose pas, prendre soin d'un bébé voulait dire comprendre dans mon quotidien où est-ce que les défis seraient pour trouver des alternatives. Alors, c'est ça qu'on a fait en équipe, hein, avec Parents Plus à Lucie Bruno, avec mes proches qui me supportaient, mon conjoint. Donc, ce que je souhaitais, c'est d'être une mère pleinement autonome, ne dépend de personne. Et je pense que j'y suis arrivée. Suis arrivée et j'ai transcendé un peu le fait que parfois, je devais accepter aussi certaines limites qui me confrontaient par mon rôle de parent qui, avant, ne m'avait pas confronté. Être parent, c'est tellement confrontant à la base. Puis le jour où ton petit comprend que tu peux pas courir après lui, tu fais comme, OK, il vient de comprendre que je m'élève pas pour partir à courir. Tu sais, fait que c'était ça, une adaptation constante que je continue à faire, mais qui est beaucoup plus légère parce que mon garçon... pour lui, tu sais, je suis pas différente du tout, là. Voilà, ben oui, tout à fait, tout à fait. Puis ça m'amène aussi à poser la question parce qu'on sait que la parentalité des personnes handicapées, souvent c'est un tabou. Est-ce que, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, aussi au niveau de l'aide qui est autour de ça? Est-ce qu'il y a assez d'aide? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'aide? Qu'est-ce que tu nous dirais là-dessus? Ben déjà, moi, je trouve qu'on n'en parle pas. C'est déjà on voit beaucoup de parents sans limitation qui vont venir parler d'un enjeu d'avoir un enfant avec un handicap, mais on voit pas beaucoup les parents en situation de handicap. Ça, j'aimerais tellement qu'on leur donne de la visibilité un peu pour en parler parce que c'est tellement comme merveilleux, tu sais, de voir ce que ça crée. Parents Plus a été déterminant pour moi. C'est essentiel comme service. Par contre, ça dure 2 ans. Ah oui, pendant les 2 premières années. Exact. Okay. Donc, il faut quand même toujours un peu se dire qu'est-ce qu'on fait à partir de... Bon, après le 2 ans, tu sais. Est-ce que l'aide est suffisante? Moi, je pense que ça pourrait être... On pourrait être encore plus supporté, mais ça existe. Mais ce que je dis pour les parents... en situation de handicap, c'est vous devez vous entourer, tu sais, on ne peut pas relever ce défi-là seul. Et quand on prend la décision de justement de concevoir un enfant, comme je sais que tu es avec ton conjoint, etc., comment cette décision, elle se prend? Est-ce que ça va de soi ou on parle déjà des difficultés qui pourraient arriver? Dans mon cas, il fallait que ça parte vraiment d'un moment dans ma vie où je sentais que j'y étais, où j'y étais rendue. D'accord. Dans mon propre parcours, dans comment je me sens avec ma limitation. Je pense que c'est arrivé. Bon, moi, j'avais 34 ans quand j'étais enceinte et
j'ai accouché. Alors, pour moi, ça devait être dans un bon moment. Je sais pas si c'est comme ça pour tous les parents, mais avec mon conjoint, c'était très ouvert. On discutait, on voulait surtout pas précipiter les choses. Oui. On était les deux conscients qu'on devait les deux être prêts. Et ce que je voulais dire, moi, mon conjoint, c'est si un jour on n'est plus ensemble, ben moi, je veux être la mère monoparentale que je souhaite être. Oui. Donc, je dois être à l'extérieur de toi aussi capable de. Donc, c'était très ouvert, on en discutait. Puis le jour où on s'est lancé, ben je pense qu'on était les deux très conscients et très prêts. Et j'avais discuté même avec ma gynécologue. J'avais fait des tests de pré-grossesse aussi pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'enjeu. Fait que c'est un processus. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ton conjoint et puis ton enfant, c'est ça, n'ont aucun handicap. Donc, alors, voilà. Et ton fils, c'est un garçon? Oui. Maintenant, il a quel âge? Il a 13 ans. Wow! Oui, mon beau William. Et là, il vient en aide, c'est ce que j'ai lu aussi, il te vient en aide, donc... Naturellement. Oui, c'est ça. Je le vois, là, tu sais, quand je pars avec lui magasiner, quelque chose comme ça, ben je vois qu'il scanne, là, il regarde, y a-tu quelque chose que je dois faire? C'est rare que j'ai besoin de lui dire. Ah oui. C'est comme si pour lui, c'est naturel. Oui. Alors, je trouve ça magnifique, mais en même temps, je veux pas non plus que ce soit lourd pour lui. Oui, donc, j'ai toujours un petit peu aussi ce regard-là que je veux pas qu'il sente qu'il a à tout prix à toujours porter le fait que ma mère a besoin de... Ouais. Alors ça, des fois, j'ai dit, tu sais, ça va, inquiète-toi pas, puis je veux ouvrir ce dialogue avec lui aussi. Oui. Ah ouais, c'est important. Puis avec le recul, je sais que ça fait 13 ans, est-ce que il y a quelque chose que tu aurais voulu avoir comme aide que son parent plus n'a pas pu apporter parce qu'ils sont spécialisés vers quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aurait manqué comme encadrement? Il y a le morceau manquant là, c'est qui est essentiel, c'est que l'aide commence à l'hôpital. Ah, d'accord. Ça, là, je pourrais t'en parler pendant longtemps. L'accouchement était très difficile. William est arrivé par césarienne d'urgence. Donc, je pouvais presque pas bouger dans mon lit. Je pouvais pas le porter, je pouvais pas le prendre. Et au niveau, à l'hôpital, tu sais, ils n'étaient pas sensibilisés au fait que il y a une mère qui est en situation de handicap. Ce fut une arrivée pour moi. C'est comme si on m'enlevait un petit peu un bout de comment je souhaitais accueillir mon enfant. Comment je souhaitais être dans la joie plus que dans le... Je n'ai jamais senti autant mon handicap que ces journées-là. Alors ça, pour moi, chaque fois qu'on me donne un micro ou une occasion de le dire, j'aime toujours dire que ça commence au jour 1. Ça commence à la grossesse, mais aussi au jour 1 à l'hôpital. À l'hôpital. Oui. Ouais, c'est bien compris, oui. Véronique, tu es aussi coach professionnel. Quelle est ta spécialisation? En fait, moi, je coach surtout dans les aspects de la vie personnelle. J'aime accompagner les gens, en fait, à trouver justement, tu sais, comment se défaire de leurs limitations. Ah oui, OK. Ouais, okay. Donc,
j'accompagne autant les gens qui en ont pas, que leurs limitations sont invisibles. Oui. Mais qu'ensemble, on trouve le moyen de les dépasser, autant avec des gens qui peuvent vivre en situation de handicap, que j'accompagne pour trouver, dans le fond, ce qui est derrière l'handicap. C'est-à-dire, il est où le cadeau? Oui. Il est où, justement, ce qui va venir te connecter à la vie, à où est-ce que sont tes réussites? Fait que c'est un peu comme ça que je travaille. Et ce travail-là se fait, parce que je sais que tu animes aussi, t'accompagnes des groupes. Est-ce que ce travail-là se fait aussi qu'avec des personnes en situation de handicap ou autres aussi? Non, en fait, il y a vraiment des gens qui n'ont pas d'imitation qui viennent me consulter, que j'accompagne. J'adore ça. C'est ça. La portion animation de groupe, tout ça c'est plus dans l'organisme où je suis pour vraiment les personnes en situation de handicap. Oui. Mais je fais de l'accompagnement individuel aussi pour toute personne qui a envie de reconnecter avec leur petite flamme à l'intérieur puis de la voir se réallumer. Oui. Et puis, c'est ça. Puis, en tant que coach, déjà de par le vécu, de par l'expérience, en plus de la formation spécialisée que tu as suivie, ça te donne toute la légitimité là, d'accompagner. Oui, ça m'a ouvert quelque chose qui ça me remplit de joie pour faire ça. Depuis que j'ai trouvé cette voie-là, ouvert cette voie-là, c'est comme si je comprends où je devais être. Ah oui? Oui, où le chemin m'a mené. En fait, comme si tout d'un coup, de pouvoir le communiquer, de pouvoir aller rencontrer des gens pour faire des conférences. On rit, on a tellement de plaisir avec toutes les anecdotes que je peux rapporter, tu sais, puis de changer les mentalités aussi. C'est ça qui m'allume, moi. Oui. Je sais aussi que tu interviens au niveau de la gestion des émotions, apprendre à s'écouter, à revenir vers soi. Donc, parle-nous de l'importance là, de gérer ces émotions. Bien, pour moi, ça commence là. Pour moi, tout le travail est... si je veux réaliser ce que je souhaite, si je veux avoir la vie que je souhaite, je dois être présente et connectée avec moi. Ouais. Je dois comprendre je suis qui. Je dois savoir de qu'est-ce que j'ai besoin le plus pour tracer le chemin devant moi. Alors, ça a toute son importance pour se connaître et découvrir ce qu'on n'a peut-être pas encore été voir, tu sais, dans des angles où on n'a pas peut-être exploré. Et puis, sans dévoiler les noms des gens que tu as accompagnés, est-ce qu'il y a eu des personnes qu'après cet accompagnement, il y a eu un succès, il y a eu un déblocage? Ah, ben ça, j'ai des partages. Je suis tellement chanceuse. Oui, hein? Oui. Toutes les semaines, en fait, on vient me dire, Véronique, tu m'as fait prendre conscience de quelque chose. Véronique, j'avais jamais vu ça comme ça. Ouais. Ça, c'est des phrases pour moi magiques. Quand tout d'un coup, je vois dans les yeux de quelqu'un quelque chose qui s'allume parce qu'elle vient de faire une prise de conscience, qu'elle vient de connecter avec une émotion qui a permis de dépasser quelque chose qu'elle n'arrivait pas à faire. C'est un énorme cadeau. Fait que oui, tu sais, je vois des gens qui tout d'un coup disent je vis tellement tout d'un coup pleinement ce que je souhaitais. Comme, tu sais, il y a des gens qui ne peuvent plus travailler avec leurs limitations, qui ont peut-être travaillé dans le passé. Et que là, tout d'un coup, se retrouvent qu'ils ne peuvent plus travailler, mais que par le cheminement, par la mise en place de choses dans leur quotidien qui leur convient, pour identifier justement tous leurs besoins, puis de tout d'un coup regarder les choses autrement, réussissent à dire « My God, mais maintenant j'ai du temps de qualité devant moi. » Ah ouais. J'ai lu aussi que
c'est quelque chose que tu as dit aussi, c'est que la plupart des personnes qui ont un handicap détestent se faire dire qu'ils sont courageux. Alors, explique-nous ça. Oui, moi, très petite, j'entendais ça tout le temps et ça a continué presque tout le temps. Quand quelqu'un se faisait dire « Ah, t'es courageux », la réponse, c'est toujours « Mais c'est pas du courage. Oui. Mais j'ai pas le choix. » C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis courageux, je suis pas courageux. Alors, moi, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que je pense honnêtement que c'est pas à nous de décider si dans les yeux des autres, c'est du courage. Oui. Parce que c'est comme si on disait... En fait, j'ai fini par accepter qu'il y a une portion de ça qui m'appartient pas, de comment tu perçois mon cheminement. Oui. Ça, c'est personnel, tu sais. Puis, j'accepte une portion maintenant de courage. Oui, OK. Tout à fait. C'est comme si j'ai fini par comprendre ce que les gens veulent dire. C'est comme si j'ai compris que, oui, mais j'avais le choix voilà, de prendre un chemin ou un autre chemin. Et j'ai fait le choix de me lever le matin pour aller travailler. J'ai fait le choix de me rendre justement au bout de ça. Puis, tu sais, ça enlève rien. Tu sais, je veux pas que les gens entendent « Ouais, mais moi, si je travaille pas, ça n'a rien à voir avec ça. » Mais le choix d'honorer qui tu es. Oui, à travers la limitation. Exactement. Ça prend quand même du courage. Oui, c'est ça. Puis quand les gens le disent aussi, parce qu'ils voient le courage, mais parfois ils se réfèrent aussi, est-ce que moi j'aurais eu autant de courage? Tout à fait. On parle de nous, hein? Exactement. Exact. Donc dans cette question qui est aussi admirative, donc on se parle aussi. Ah oui, t'as bien raison, c'est ça. Ben oui. Et Véronique, tu es aussi conférencière, parce que là, on va passer avec tout ce que tu fais. Tu es aussi conférencière, tu donnes des conférences. Donc, sur quel sujet, quels sont les sujets sur lesquels tu interviens? En fait, ma conférence actuellement, c'est une conférence où est-ce que je partage justement mon parcours. OK. Donc, on parle de la petite Véro comment elle a grandi, c'était quoi, où est-ce qu'elle a été cherchée dans le fond, comment elle a justement dépassé toutes les limites pour en venir jusqu'à la vie adulte et pour un peu voir au bout de ça comment ça c'est comme une boucle, mon histoire. C'est comme si j'étais revenue à la source de départ, tu sais, puis j'aime beaucoup faire ça avec les gens. C'est comme un échange que j'ai avec les gens. OK, on va revenir là-dessus. Parfait. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Donc, au micro avec moi, toujours Véronique Pagé, éducatrice spécialisée, coach, conférencière et directrice générale de Viomax. Donc, Véronique, on parlait des sujets des conférences que tu donnes. Donc, déjà, il y a cette conférence qui est sur toi. Donc, tu fais la boucle de ce que tu as vécu et tu parles aussi de ce que tu as réussi à faire. Oui, exactement. Puis, c'est ça, j'aime ça avoir des conversations, en fait, avec les gens. Je laisse beaucoup d'espace pour les questions. Et les questions m'amènent dans plein de directions où est-ce que j'ai envie d'amener les gens à dire « OK, maintenant, là, est-ce qu'on pourrait voir les choses autrement? Si on s'arrête à la première vision de mon histoire, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça crée si on regarde les choses autrement? Et je veux qu'ils puissent la faire un peu ça dans leur propre parcours pour leur amener des perspectives. Puis, donc, c'est un petit peu ça ma conférence. D'habitude, on a beaucoup de plaisir. Là. Je vais dans les écoles des fois. Les futurs éducateurs spécialisés, je suis allée quelques fois aussi. Ton public est diversifié, alors? Oui, c'est ça. On peut me dire, Véronique, un groupe de travail, exemple, qui va intervenir avec des gens qui ont des limitations ou, peu importe, ça peut être,
on aimerait savoir une bonne dose de motivation, puis d'aller chercher nous autres aussi notre petite flamme, ben je suis là pour accompagner les gens. Oui. Je t'écoute, Véronique. Est-ce que tu as déjà pensé à écrire un livre? Ah, bien sûr. Ben oui. Je me fais souvent dire ça, puis j'ai envie d'explorer ça, effectivement. C'est ça, Actuellement, je suis vraiment dans la phase de comment c'est possible. Oui, ben oui. Où est-ce que je peux placer ça dans les autres choses que je fais, mais ce sera éventuellement pour moi un beau cadeau à offrir à mes parents, même s'ils sont plus en vie, là. Oui. J'ai comme envie de leur offrir ça quelque part dans l'énergie, de le rendre vivant, là, puis de leur remettre un petit peu leur histoire à travers la mienne. Exactement, parce que c'est une histoire qui inspire, qui motive et puis qui pousse aussi aux gens à penser pour eux, à dépasser leurs limites. Oui, exact. Non, on va te suivre pour ça. Donc, là, actuellement, ce que je vois, c'est que avec les conférences, donc il y a plusieurs clientèles, donc il y a cette utilité que tu amènes pour justement la prise de conscience de chaque personne. Puis alors, ça m'amène à poser la question, au niveau des personnes handicapées, est-ce qu'il y a des besoins que tu aurais voulu auxquels tu aurais voulu répondre? En fait, pour les gens qui ont des handicaps, le besoin que j'aimerais répondre et que j'essaie, bien humblement. Oui. Ce que je souhaite, c'est surtout pas leur dire « Regardez ce que j'ai fait, faites comme moi ». C'est tellement pas ça. Tellement pas. C'est beaucoup plus. Regardez, en fait, servez-vous peut-être un petit peu de moi pour essayer de trouver où vous avez besoin de regarder. Et où je peux vous amener une lumière, comme si je tenais un petit peu la lumière et que je la dirigeais dans différents angles. Parce que c'est un accompagnement pour moi que j'aurais aimé avoir, que j'ai pas eu. Tu sais, un éducateur spécialisé, par exemple, tu sais, c'est beaucoup dans le fonctionnel. C'est beaucoup dans... on va t'apprendre à faire des boucles sur tes souliers. On va t'apprendre à faire ton lunch. On va t'apprendre à chercher un emploi. Tout ça, c'est correct. Mais il y a... Moi, je veux travailler l'estime, la confiance. Je veux que les gens soient fiers de ce qu'ils bâtissent. Donc, c'est un petit peu ça ma mission avec eux. Oui. D'amener, de se reconnaître puis d'être solide dans ce qu'on est. Exact. Parce qu'on reconnaît ce qu'on est. Tout à fait. Alors, en plus de ça, on a passé par coach, par conférencière, éducatrice spécialisée aussi. Et pourquoi tu as été vers ce métier? J'ai été, en fait, j'étais rendue déjà très âgée là, quand j'ai fait mon choix. Là. Fait que j'étais pas prête à faire un bac, une maîtrise, puis tout ce qu'il fallait pour aller en psychologie parce que j'aurais voulu être psychologue ou psychiatre ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai cherché. Et là, la technique d'éducation spécialisée est arrivée et j'ai fait comme « Ah, c'est vraiment intéressant. Si je pouvais aller justement aider différemment avec ce que je suis. Tu sais, fait que c'est comme si c'était quelque chose qui est devenu tout d'un coup... c'était clair là, pour moi que c'était ça que je devais faire. Il fallait que j'aille aider quelque part. C'était fort en dedans de moi. Donc, c'était les premières petites allumettes. Là, Oui. Donc, ce choix, tu l'as ressenti, tu l'as... Et puis, finalement, tu as été vers l'éducation spécialisée. Oui, tout à fait.
Alors, Véronique, en plus de tout ce que tu as fait, tu es aussi directrice générale de Viomax. Donc, c'est un organisme à but non lucratif. Exact. C'est ça. Donc, puis c'est quoi la mission de l'organisme? En fait, la mission de Viomax, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap de maintenir leur autonomie, c'est d'avoir une vie valorisante, de favoriser la participation sociale. Donc, par différents moyens, on va venir atteindre ça avec une programmation diversifiée. Donc, le maintien d'une bonne santé en activité physique accessible. Oui. Et ensuite, des cours de gestion d'émotions, de pleine conscience, des activités sociales. C'est ça notre mission. Oui, oui. Et tu es arrivée dans ce poste-là, est-ce qu'on est venu te chercher ou c'est un poste que tu as trouvé comme ça? En fait, c'est drôle. Hein? Moi, je suis arrivée comme cliente. Ah oui, OK. En début des années 2000. Je voulais m'entraîner et je m'étais inscrite dans un gym dit régulier, c'est que j'aime pas utiliser comme mot, mais on va se le dire pour se comprendre. Exactement, oui. Et en tout cas, l'expérience c'était vraiment pas agréable. Je suis arrivée à Viomax et là, j'ai fait « Wow! OK. Quelle liberté de pouvoir m'entraîner librement sur des appareils accessibles sans avoir toujours quelqu'un qui a peur que je me blesse. » Là, pour moi, c'était une révélation. Et là, j'ai fait « Un jour, je vais travailler ici. » Ah, wow! Ouais. J'ai pris cette décision-là, j'ai lancé ça dans l'univers. Et quand j'étais arrivée proche d'avoir mon diplôme en éducation spécialisée, la directrice de l'époque m'a appelée pour dire « Véronique, est-ce que tu viendrais faire un projet de 2 mois? » Oui. Alors, j'ai fait, ben oui, j'ai besoin d'une intervenante sociale, tout ça, j'ai pensé à toi. C'est pour former les intervenants, c'est pour accompagner la clientèle. Là, j'ai fait « Oh que oui! » Ça devait durer juste 2 mois et ça fait 17 ans que je suis directrice. Wow! C'est une belle histoire. En plus, ça démontre encore déjà d'avoir dit que tu veux travailler là. Finalement, tu as mis ça dans l'énergie, quoi. Exactement. Et mon Dieu, que je pensais pas être directrice générale un jour, par exemple, on va se le dire. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. Donc, alors, ça démontre encore ce dépassement-là des limites et tout. Oui. Tu fais une analogie entre le sport olympique et les efforts, le temps et l'énergie que tu as consacrés vers ton autonomie. Est-ce que tu peux nous aider à comme découvrir les similitudes justement entre le sport olympique? Bien sûr. En fait, ça, c'est vraiment une métaphore puis une image qui m'est apparue très fort quand j'ai commencé à faire les conférences. Et j'en parle en conférence que quand j'étais toute petite, j'adorais les Jeux olympiques. J'adorais ça. Je m'installais devant la télé et là, je bougeais pas. Et quand les athlètes allaient chercher leur médaille et que je les voyais pleurer, célébrer leur réussite, j'avais l'impression que je comprenais ce qu'ils ressentaient. Je sais pas comment l'expliquer tout le temps, là, mais je comprenais quelque chose dans mon petit corps, ma petite tête. Puis là, je pense que je comprenais la rigueur, tout l'effort, tous les sacrifices, parce qu'à cette époque-là, j'avais un agenda rempli. Et alors, j'ai fait à un moment donné cette analogie de dire, au fond, c'est comme si j'ai été un athlète tout le temps, en train de se dépasser, de repousser les limites pour aller chercher une médaille à la fois. Alors, ça fait beaucoup de sens pour moi maintenant de voir mon parcours comme ça. Puis là, je suis capable d'identifier dans ma vie où est-ce qu'ils ont été mes médailles. Ah oui. Ben c'est très bon. Et puis, est-ce que on a prochainement des Jeux olympiques. Est-ce que tu les regardes autant? Oui. Oui, je les regarde autant. Mais tu sais, avec un autre regard en me disant, mon Dieu, que c'était beau ma façon de voir les Jeux olympiques parce que
en plus que je comprenais, c'est comme si en même temps, je comprenais pas tout à fait, que je pouvais pas faire ce qu'ils font exactement. Oui, oui. Alors, il y avait vraiment une espèce de relation particulière. Donc, quand je les écoute maintenant, je me revois petite. C'est beau. Donc, tu parles aussi de l'imitation. Quelle différence qu'on devrait faire entre un handicap et de l'imitation? Est-ce que il y a... Ouais, en fait, comment on parle du handicap et de la limitation, moi, j'aime pas beaucoup qu'on utilise justement tous les termes qui font référence à c'est un handicap comme étant quelque chose qui est totalement limitant. Ça veut dire une limitation, c'est pour moi pas quelque chose qui annonce nécessairement des limites, mais qui est juste une espèce d'enjeu supplémentaire pour se dépasser. Donc, si tout l'environnement est adapté, là, et que je peux faire aller à l'école, voir mes amis, aller souper au restaurant, faire tout ce que j'ai besoin de faire comme femme, est-ce que j'ai un handicap? Pas du tout. C'est vrai. Ouais. J'ai pas d'handicap. Donc, qu'est-ce qui va faire le handicap? C'est beaucoup le fait que l'environnement sera pas nécessairement accessible ou dans les yeux des autres, on va me refléter l'handicap. Oui. Vois-tu? Oui. Je vois. Qu'est-ce qu'on devrait... avec ça, je te demande, qu'est-ce qu'on devrait bannir dans notre vocabulaire, justement, lorsqu'on veut parler de handicap? Tout ce qui fait un peu référence au manque et à la pitié. OK. Ça, c'est, tu sais, comme... Ouais. Ça, c'est quelque chose que personnellement, j'aime pas du tout. Mais, tu sais, des fois, je trouve ça très drôle, là, puis j'aime quand même en rire, là. Mais, tu sais, des fois, comme sans faire trop attention, ce qui est normal, parce que c'est ça, on veut pas faire, tu sais, quelque chose qu'on va dire, par exemple, quelqu'un qui est normal versus pas normal. Oui. C'est ça. Donc, ce mot-là, c'est ta manière complètement... Dans quel contexte j'ai entendu, est-ce que ton fils est normal? Tu sais, ça, je me le fais des fois demander. Puis là, ton chum, il est-tu normal? Là, je suis toujours... J'imagine que tu veux savoir s'il y a une limitation ou pas. Ils font, oui, OK, parce que là, si lui, il est normal, ça veut dire que moi, je ne suis pas. Là. C'est ça, fait que des fois, on ne fait pas trop attention, mais les mots ont un impact. Tout à fait. Oui. Fait que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est important de parler de ça. Pour comme sensibiliser un peu les gens de faire attention parce que on nous place comme dans une conclusion de c'est limitant, c'est difficile, t'es comme ça, je suis pas comme ça, t'es normal, je suis pas normal, tu sais. Fait que c'est comme des boîtes. Ouais, c'est ça. Puis tu fais aussi une éducation au fur et à mesure. Ça veut dire que quand la personne le dit, bon, comme ce que tu as mentionné, tu le dis assez gentiment, mais pour orienter vers le meilleur vocabulaire. Oui, autant que possible, je le fais. J'avoue que des fois, je prends des décision de pas le faire. Oui. Parce que je suis juste un peu fatiguée, au moins dans mon énergie, où j'ai le goût de rentrer là. Mais chaque fois que je peux, je vais le faire. Avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'humour et le sourire pour pas que la personne parte comme mon Dieu, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais plus comme attention, tu sais, parce que est-ce que t'entends ce que ça fait? Ça fait exactement. Oh, je m'excuse. OK, c'est bon. C'est bon. C'est donc déjà de placer le mot personne devant handicap. Une personne qui a un handicap ou qui a une limitation, ça fait toute une différence aussi. Là. Exactement. Et puis, au niveau de l'aide, bon, j'ai vu que c'est ça, tu avais les béquilles, on a parlé de béquilles, mais là, tu as un fauteuil roulant. Au niveau de l'aide, parfois, que les gens devraient apporter et puis ou ne pas apporter, est-ce que tu peux nous parler un peu de là-dessus? Bien sûr. En fait, moi, je dis toujours que c'est parfait de vouloir aider.
C'est juste qu'on doit demander comment je peux. Voilà, et est-ce que je peux. Ouais. Parce que parfois, les gens prennent pour acquis qu'ils vont venir nous aider, mais pas de la bonne façon. Donc, dans ce temps-là, ils nous aident pas. Tu sais, je donne un exemple. Si je tombe quelque part, c'est la grosse panique autour de moi, alors que pourtant, que moi je tombe ou que toi tu tombes, il n'y a pas de différence. C'est ça, c'est vrai. Et là, on me tire après. Et là, il y a 3 personnes qui veulent me lever en même temps. Alors que si tu me poses la question, comment je peux? Voilà. Là, on vient d'avoir quelque chose, tu vois. Fait que de prendre seulement le temps de vérifier. Parce que les gens, souvent, ils veulent qu'on aide. C'est juste qu'ils veulent pas qu'on fasse tout à leur place. Exactement. Donc, on peut comprendre ça. Véronique, j'aimerais savoir maintenant, qu'est-ce qui t'inspire? Parce que tu es déjà une femme inspirante. Tu es à mon micro là depuis quelques minutes, presque 1 heure. Et c'est ça. Donc, en étant inspirante comme ça, qu'est-ce qui t'inspire, toi? Moi, étant donné mon parcours, moi, ce qui m'inspire, c'est les gens qui font des choix, qui choisissent de créer la vie qu'ils souhaitent avoir. Ouais. Ça m'inspire au plus haut point. Tellement de faire des choix parfois difficiles, mais qui font que justement tu vas aller comme chercher ce que tu as besoin pour te réaliser. Oui. Alors, j'adore être en contact avec des gens comme ça. Ben oui. Et puis, comme tu as inspiré Catherine Robillard, est-ce que toi, il y a des femmes, on ne veut pas exclure les hommes, mais on peut les inclure, des personnages ou des femmes qui t'ont inspiré particulièrement? J'ai une amie qui m'inspire vraiment beaucoup, que j'ai envie de vous dire, aller découvrir. Elle s'appelle Sonia Tremblay, une femme qui a été en enseignement pendant 30 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. Qui a fait le choix de faire une autre vie, de lâcher le fonds de pension, lâcher la sécurité, pour partir à son compte et pour aller accompagner des femmes. Oui. Je la trouve particulièrement inspirante. Elle vient d'ouvrir un programme pour le leadership féminin, justement, où elle accompagne les femmes à se connaître. Oui. Fait au lieu d'enseigner dans un domaine où elle était totalement plus bien, elle s'est dit comment je peux être pédagogue autrement et reprendre le contrôle de ma vie. Alors ça, t'en es un exemple, puis tu sais, j'en ai d'autres, là, je pourrais t'en nommer 2, 3 comme ça, mais des gens qui prennent un petit peu une épreuve ou qui vont dire, bon, ben, j'arrive à un tournant où je dois faire un choix. Ça m'inspire beaucoup. Oui, c'est magnifique. Donc, Véronique, je sais que tu es en couple. Oui. Alors, comment se passe la vie de couple? C'est-à-dire que
On sait comment c'est la vie de couple, mais je dirais particulièrement la tienne, parce que ça a dû avoir aussi ces nombres de comment je vais dire, de défis, d'obstacles aussi à surmonter. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu as envie de parler de ça? Avec plaisir, j'ai tellement pas de tabou. Là. Moi, tu peux m'amener là, exactement où tu veux, Marjorie. En fait, ça va faire dans 2 mois, 25 ans que je suis avec mon conjoint. Oui. Et je me fais quand même souvent poser cette question-là, puis ça me fait sourire parce que pour moi, il n'y a pas eu tant d'enjeux à être en couple. Oui. Mais pour mon conjoint, ça serait intéressant peut-être des fois de lui demander à lui, tu sais, parce que lui, il y a eu quand même, mais en même temps, il y a eu quelque chose de fabuleux et de très beau. C'est-à-dire que mon conjoint ne m'a jamais vu, en fait, avec une limitation. Il me dit encore, d'ailleurs. Oui. Quand on a commencé à être ensemble, il la voyait pas. Ma limitation. C'était clair pour moi. Oui. Et, tu sais, on pouvait débarquer de la voiture, par exemple, il partait. Et là, moi, je suis en arrière, puis j'attendais qu'il me donne mes béquilles, mais il avait complètement oublié que j'avais des béquilles. Ben oui, je comprends. Ça revirait, il faisait « Oh, mon Dieu, je suis désolée. » Puis là, je faisais « Non, continue à oublier. » C'est merveilleux. Fait que lui, il dit souvent, moi, pour moi, ma blonde a pas de limitation, je ne la vois pas. Alors, c'est une rencontre, tu sais, d'humain à humain. Puis, on s'est vraiment apporté un et l'autre notre espèce de parcours, parce qu'il y a quand même son histoire, même s'il n'y a pas de limitation, il y a ses limitations invisibles. Tout à fait, bien sûr. Puis on a réussi ensemble à faire que 25 ans ont passé. C'est incroyable aussi. De nos jours, c'est un beau défi déjà. Oui. Alors, c'était une personne avec... c'est une grande ouverture. Une grande ouverture. Puis, on a la chance qu'au bout de 25 ans, on est encore capable de se retrouver sur ce chemin-là et de ne pas se limiter un et l'autre. Parce que mon défi à moi, pour être avec une personne qui n'avait pas de limitation physique, c'était de le laisser être qui il a besoin d'être. Bien sûr. S'il a besoin d'aller courir un marathon, puis que ça se fait pas, moi, en fauteuil à côté, mettons que j'ai pas le goût de ça. Ou si il s'en va faire une excursion en montagne, puis que moi, je peux pas, on s'entend, je le fais pas. Ben, il a le droit de le faire. Puis quand il va revenir, on va faire quelque chose que les deux, on est capable de se retrouver. Mais on sera tellement juste plus heureux, tu sais. Alors, on se laisse être totalement qui on est. C'était ça la clé, je te dirais. La clé, puis la clé aussi dans toute relation, c'est ça, c'est de laisser l'autre être la personne qu'il veut être à l'intérieur du couple. Absolument, c'est ça. C'est magnifique. Puis durant la grossesse, est-ce que il a pris aussi du temps parental pour aider aussi, je suppose? Ben, en fait, il y avait son... tu sais, c'est pas beaucoup pour les pères. Les mamans, c'est 1 an, puis les pères, c'est 5 semaines. Fait qu'il a pris son 5 semaines. Et j'ai envie de te dire que la vie... encore une fois, m'a pas laissé tomber, nous a pas laissé tomber. Parce qu'au bout de 5 semaines, j'étais pas prête qu'il retourne travailler. Ma récupération n'était pas complétée. Et il a perdu son emploi. Oh là là! Et là, justement, on fait, mon Dieu, tu viens d'avoir un enfant, t'as plus d'emploi, ça va mal. Mais on l'a pas vu comme ça. On s'est dit, on a une opportunité de passer du temps les 3 ensemble. Ce sera correct quand ce sera le temps que tu trouves un emploi. Fait qu'on a vraiment vécu cette période, les 3 ensemble. Ça m'a permis de récupérer. Ça m'a permis d'avoir de l'aide comme j'avais besoin. Et de devenir totalement après, tu sais, en forme. Et, donc, il a été tellement présent comme papa, comme conjoint. C'était, Quel beau témoignage, Véronique. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, puis d'avoir si bien répondu. Puis, je termine, parce qu'avec ce que tu viens de terminer, je rappelle la belle phrase qui est de toi. Je suis une femme de défi.
Mon plus grand défi, c'est de me rappeler ce que je sais déjà au fond de moi. La vie ne m'a jamais laissé tomber et tu viens de le répéter avec ton mari, ce qui s'est passé avec ton conjoint. Donc, je rappelle que mon invitée est Véronique Pagé, éducatrice spécialisée, coach, conférencière et directrice générale de Viomax. Ça m'a fait un immense plaisir de t'avoir avec moi pour 1 heure. Merci, c'était vraiment agréable. Donc, alors, ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique et bien sûr, ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre beau rendez-vous la semaine prochaine.